Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue donc à cet espace de psychanalyse pour tous. Psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi à 21h. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous allons bien. Merci. Nous allons bien. Donc je vous laisse arriver tranquillement dans cet espace, donc ouvert à tout le monde. Psychanalyse pour tous et donc pour tous, pour tout le monde. Vous allez bien? Alors nous sommes mardi 18 octobre 2022. Camille, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Nora, bonsoir. D'accord, donc Nora, vous savez que nous avons ce rendez-vous donc tous les mardis à 21h sur cette page de Facebook de Psychanalyse Clémence Lenis. Françoise, bonsoir. Estelle, Sonia, donc j'ai l'habitude, Isabelle, bonsoir, de dire bonjour à tout le monde. Nassima, bonsoir. Simona, bonsoir. Feti, Hakim, donc Jonathan. Bibi, bonsoir. Daniela, bonsoir. Donc, ce soir, nous allons voir si nous allons parler de, le thème d'aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est le stress. Célia, Nawel. Donc, je vous rappelle que nous avons Saïdi, bonsoir. Que nous, Christophe, bonsoir. Fadela, bonsoir. Et... Très bien, Estelle. Imed, bonsoir. Éléonore, bonsoir. Valérie. Serge, bonsoir. Acéline, bonsoir. Cynthia, bonsoir. Bon. Louisa, Toria, bonsoir. Donc je me présente, je m'appelle Clémence Lenis. Annick, bonsoir. Et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Parce que poésie et psychanalyse, c'est psychanalyse. Valérie, bonsoir. Donc, Martine, bonsoir. Laura, Daniel, bonsoir. Bon, donc, on va voir donc quand on parle du stress. Donc nous allons parler ce soir du stress. Samy, Nadine, du stress, donc est un mot très utilisé. Anne, bonsoir. Marie, bonsoir. Donc, et le stress au travail, puisque en général quand on parle de stress, je ne sais pas pourquoi, c'est principalement en relation avec l'activité professionnelle. Et quand on parle de stress, de quoi on parle? De quoi on parle? Donc je suis allée voir un petit peu, non, depuis quand on utilise ce mot et comment il a été utilisé un petit peu à travers l'histoire. Donc j'ai vu un petit résumé, Antonio, Roger, décoiffante. Oui, aujourd'hui je suis un petit peu... Marie-Laure, bonsoir. Bonsoir Samy. Donc, et apparemment, le mot stress vient du latin qui dirait stringere et qui signifie tendre, raide, serré. Et qu'en fait, il a été donc utilisé sous diverses formes et employé au cours des siècles, principalement dans la langue anglaise. D'accord? Donc, il a d'abord été utilisé, donc, il a été utilisé au XIe siècle par un arabe, non, qui faisait la description, donc c'est un écrit qui a été récupéré, qui faisait référence donc à l'anxiété, qui était considérée comme un état d'esprit dont tous les êtres humains souhaitent se débarrasser. Claudette, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Donc, si tous les êtres humains désirent s'en débarrasser, c'est-à-dire que ça doit être un petit peu dérangeant, on va dire, le stress. Elisabeth, Antonio. Donc, et c'était un arabe de Cordoue, au XIe siècle. Astringent, dit Sylvie. Rania. Donc, parce que, en fait, dans la terminologie du mot stress, non, il y a beaucoup de choses
qui vont rentrer dans une sorte de fourre-tout, on va dire un petit peu le mot stress, non? Fourre-tout, c'est-à-dire qu'on ne différencie pas les différentes formations en fait, qui se réunissent sur le terme de stress, non? Il disait qu'en XVIIe siècle, le mot stress signifie en Angleterre état de détresse en relation avec l'oppression. Buenos días, amigas. Hola, Sylvie. Et où la dureté de la vie, les privations, la fatigue et d'une façon plus générale, l'adversité. Alors ça, c'était une définition qui était apparue donc au XVIIe siècle. Katia, Nassima, bonsoir. Et ce n'est que au XXe siècle, où il y a un docteur qui s'appelle Hans Selye qui va l'utiliser et qui va l'utiliser pour définir un petit peu, en fait, aider, parce qu'il avait remarqué que les patients, peu importe ce dont ils souffraient, sinon qu'ils avaient quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils avaient tous un air malade. Alors vous voyez que c'est une définition, Anne Slimiska Vidovic, bonsoir. Donc c'est un terme, ils avaient, non, tous un air malade, donc ça veut dire que on ne sait pas un petit peu de quoi il s'agit quand on parle du stress. Donc il y a, quand on parle du stress, en fait on ne fait pas la différence, on va voir qu'il n'y a pas de différence entre l'angoisse, l'anxiété, la peur, la panique et les effets de tous ces symptômes, on va dire. Donc, quels sont les symptômes de toutes ces manifestations, non? Comment ils vont s'exprimer, non? Abiba, bonsoir. Donc, il y a une certaine liste aussi de symptômes qui vont toucher le stress et qui sont très nombreux. Alors, il y a d'un côté, on va voir que nous, ce qu'on va essayer de voir quand on parle de stress, c'est de voir un petit peu la différence qui existe entre l'anxiété et l'angoisse. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Et quand il y a des manifestations organiques, ça correspond plus à l'angoisse qu'à l'anxiété. Parce qu'on va voir que l'anxiété, la particularité de l'anxiété, c'est que c'est quelque chose de psychique, c'est un malaise psychique, l'anxiété. Donc, et que quand on parle donc de stress, ce n'est pas le nom d'une maladie. Enfin, l'angoisse en psychanalyse, ce n'est pas non plus une maladie. L'anxiété, ce n'est pas non plus une maladie. En tout cas, non, l'angoisse, ce n'est pas considéré comme une maladie puisque ça va être quelque chose de constitutif qui fait partie de la formation du sujet et c'est quelque chose qui va. L'angoisse, c'est un signal d'alarme. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'appareil. Mais que de temps en temps, certains sujets exagèrent, on va dire, un petit peu avec cette utilisation. Et donc il y a des symptômes qui vont se former face à l'angoisse. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un signal d'alarme face à quelque chose d'extérieur qui est dangereux et donc qui me met en alerte et qui me permet de me retirer de la situation dangereuse, face à l'angoisse intérieure, qui est donc, Frédéric, bonsoir, qui est quelque chose de différent, c'est le corps qui se met en alerte. C'est pas exactement le corps qui se met en alerte, sinon que c'est comme un surplus, non? Le corps, parce qu'on va voir que le corps, en fait, c'est la scène où va se dérouler ce qui se passe dans le psychisme. Donc l'anxiété et l'angoisse sont des symptômes du stress. Non, l'angoisse n'est pas un symptôme. Non, ce qui va être les symptômes de l'angoisse, c'est quand il va y avoir des manifestations physiques. Non, on va voir que il peut y avoir des tachycardies, par exemple, et qui est un symptôme qui correspond à l'angoisse. Mais l'angoisse en elle-même n'est pas un symptôme. Non, c'est quelque chose qui fait partie du mécanisme normal de l'appareil. L'anxiété, par contre, c'est quelque chose aussi qui va se manifester. Non, on va dire que quels sont les symptômes pour l'angoisse? Les symptômes pour l'angoisse, on va voir tout ce qui est en relation avec l'appareil circulatoire et avec le respiratoire et le cardiaque. Non? Donc ce qui est en relation avec ces deux systèmes. On va voir que vont se manifester, ça va être les deux voies que va utiliser l'angoisse pour quand il y a justement un débordement pour s'exprimer.
Donc il va s'exprimer donc sur la scène, non? Et ici, ça va être le corps qui va être utilisé, c'est-à-dire que l'angoisse va utiliser le corps pour s'exprimer quand il y a un débordement, pour le dire d'une façon un petit peu, non, parce que l'angoisse c'est quelque chose, c'est un mécanisme, on va dire un mécanisme donc en psychanalyse qui est considéré comme normal, mais qui est très complexe, qui va intervenir dans différentes situations dans le développement du sujet. Donc, quand on parle, par contre, quand on parle du stress, Paola, bonsoir, quand on parle du stress, donc on ne parle pas exactement d'une maladie, sinon qu'on parle d'un ensemble de symptômes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je parlais du fourre-tout, c'est-à-dire que de nombreux symptômes, on va, à partir de symptômes, on va dire, bah ça, c'est à cause du stress. Donc, l'anxiété, c'est un état psychique. Effectivement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à parler de stress, principalement dans le travail, face à, Anan, bonsoir, face à des préoccupations, face à des problèmes donc au travail, à l'activité professionnelle, et à laquelle le sujet a des difficultés de faire face. C'est pour ça qu'il y a une production de stress. Donc après, on va dire c'est à cause du travail. Mais c'est pas à cause du travail, c'est à cause de moi qui ai des difficultés pour gérer la situation, non, qu'il y a dans le travail, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, ça veut dire que je choisis le stress comme solution, on va dire, face à la situation professionnelle, mais que je pourrais en choisir une autre, que tout le monde dans la même situation ne va pas vivre les mêmes choses, non? Par exemple, là. Donc, et on va parler de stress quand justement il y a une difficulté de la part du sujet de faire face, Monique, bonsoir, de faire face aux exigences de l'activité professionnelle. Donc là, on parle du stress. Donc c'est pour ça que, mais en fait, plus que du stress, ça va être ou de l'anxiété ou de l'angoisse, principalement. Ou après, on peut aussi faire référence à la peur. Donc Freud, il va faire une différence, il va marquer, hein, il va dire que la peur, en tout cas lui, il va la définir pour la différencier de ces autres, de ces autres mécanismes, on va dire, et la peur a un objet. La peur, on a peur de quelque chose, et on sait de quoi on a peur. Alors que l'angoisse, on ne sait pas. On ne sait pas, on voit simplement les effets. Hein. Et donc en général, face au stress, il y a de nombreuses thérapeutiques qui vont proposer donc de combattre cet état en proposant la contrepartie, non? Donc en proposant comme solution le repos, la relaxation, pour justement mettre une distance avec la situation. Mais ça, ce n'est qu'un remède, on va dire. L'environnement de travail n'est-il pas l'origine du stress? Non, c'est le sujet. D'accord? C'est le sujet. Salma, c'est pour ça qu'on va le travailler ici en psychanalyse, parce qu'en psychanalyse, on voit que c'est pas le monde qui me fait du mal, on va dire, sinon que c'est moi qui, face à ce monde, qui reçoit du mal. Non, que je veux dire que le sujet est toujours impliqué. Le sujet est toujours impliqué face aux événements. Non? Donc, préparer le corps pour se défendre, préparer l'appareil psychique, Touria, préparer l'appareil psychique. Mariem, bonsoir. Non, c'est pour ça qu'on va dire que quand enfin que moi j'ai l'habitude de présenter les services de psychanalyse en disant vous devez commencer votre psychanalyse pour mieux vivre les années à venir, dans le sens où aujourd'hui, beaucoup vont dire non mais moi ça va, je me débrouille avec ce que j'ai, j'arrive à gérer ce que j'ai, mais si demain la situation se transforme, qu'est-ce qui va se passer? Elisabeth, bonsoir. Non, dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien préparé psychiquement à l'aventure de demain? Parce que demain c'est toujours une aventure. Jean-Marc, bonsoir. Nalal, bonsoir. Donc, et donc on va voir que même quand on parle de stress, donc comme je disais que c'est une sorte de fourre-tout, c'est-à-dire qu'il se cache derrière le mot stress, en fait, de nombreux types de manifestations. Donc des manifestations qui correspondent à l'angoisse, à l'anxiété, aux affections psychosomatiques et même au visage, on va dire au visage maniaque de la mélancolie. Donc il faut voir dans chaque cas, quand le sujet va parler de stress, dans chaque
cas à quoi ça correspond, puisque le stress, en psychanalyse, dire que ce n'est pas une structure que Freud a travaillée, ce n'est pas quelque chose, c'est un phénomène de la vie actuelle, mais qui a été travaillé, on va dire, par Freud, mais sous d'autres termes, avec une autre terminologie, on va dire, non? Donc, c'est-à-dire qu'avec l'invention du terme de stress, on cache beaucoup de choses. On cache beaucoup de choses. Donc, c'est plutôt le refus d'adaptation face à une ambiance de travail qui crée ce stress. C'est pas un refus d'adaptation, c'est une difficulté du sujet pour faire face à ce que la réalité lui présente. Alors que la réalité professionnelle lui présente quelque chose et le sujet se sent débordé. Mais ce n'est pas simplement, non, parce qu'on peut dire on est stressé parce que actuellement il y a un excès de travail, donc on me demande plus que d'habitude et donc je réagis par exemple avec du stress. Ça c'est une possibilité. Mais après, on va voir qu'il y a d'autres, parce qu'il y a des gens qui vivent stressés constamment, que le travail provoque du stress constamment. Et on va voir parce que derrière ces situations, il y a aussi la possibilité de voir qu'on cache aussi d'autres choses, c'est-à-dire on cache quoi? On cache le mécanisme de répression, c'est-à-dire la répression de la haine, la répression de l'amour, la répression de la peur, la répression de la jalousie, la répression de l'envie, la répression des mots, c'est-à-dire qu'on peut stresser parce qu'on ne dit pas certaines choses, parce qu'on réprime. Alors pour vous rappeler ce mécanisme de répression, ce n'est pas que je ne me permets pas de dire ce que j'aimerais bien dire ou que je ne dis pas, c'est que directement comme je réprime avant de penser. D'accord? C'est pour ça que la répression, c'est un mécanisme inconscient. C'est pas que je m'empêche en disant non, je ne veux pas lui dire ça, sinon que c'est un mécanisme stress adapté, stress pathologique. Il y a des stress adaptés. Ça, je ne connaissais pas, Nassima. En général, quand on parle du stress, non, on parle des symptômes que ça produit sur le sujet, non? Et on voit qu'il peut y avoir tout type de symptômes. Parce que je disais, donc quand on parle de répression, ce qui est intéressant, comme c'est un mécanisme inconscient, en fait, on réprime sans le savoir, et qu'en fait, il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne sait même pas qu'on pense. Parce que la particularité, Sonia, bonsoir, la particularité, c'est ça, c'est qu'on ne sait même pas qu'on le pense. Ce n'est pas que je me tais. C'est que ça ne m'est même pas passé par la tête. J'ai réprimé avant. D'accord? Ce n'est pas arrivé dans la conscience. Et quand je réprime comme ça tout ce type de sentiments, ben, la répression dit qu'elle a la caractéristique de revenir, mais de revenir sous une autre forme. Et l'autre forme, donc, non, qui est présentée ou dont on va parler aujourd'hui, c'est que l'autre forme, Céline, bonsoir, l'autre forme qui va se présenter, ben, c'est cette répression qui retourne sous forme de stress. D'accord? Donc c'est le stress, mais qui cache derrière d'autres choses. Donc c'est pour ça que il y a des gens qui vivent stressés tout le temps. Et en fait, ce n'est pas qu'ils sont stressés tout le temps, c'est qu'ils répriment beaucoup. Et comme ils répriment beaucoup, ben, il y a un retour de ces sentiments qui sont réprimés, parce que le sujet ne tolère pas tous ces sentiments, non, qui n'arrivent même pas dans la conscience. Donc je répète, ce sont des manifestations, des sentiments, des mots qui n'arrivent même pas dans la conscience, qui sont réprimés avant. C'est pour ça que le sujet, il sait absolument rien, il s'en rend absolument pas compte, sinon qu'il va subir le stress. On frustre lorsqu'on n'arrive pas à exprimer les sentiments. Non, mais justement, je parle, Salma, qu'il ne s'agit pas de frustrer. Non, il ne s'agit pas de frustrer, parce que frustrer, on se rend compte. Donc on se rend compte, on dit non, ça je ne veux pas lui dire, non, qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça? Non, non, ça n'arrive pas dans la conscience. C'est la répression, c'est un mécanisme inconscient, ce n'est pas se taire, ce n'est pas ne pas dire, c'est réprimer. Donc c'est un mécanisme dont je ne sais rien, mais que je sais pourquoi, parce qu'après comment je sais que je réprime? Parce qu'il y a la manifestation de stress. Parce qu'après je suis facilement énervée sur ce qui se passe, parce que j'ai des difficultés à tolérer ce qui se passe au travail, mais pourquoi? Parce que j'arrive déjà stressée. Donc c'est pas exactement que le travail me stresse, sinon que moi j'arrive stressée au travail. Non? Donc, face à ces phénomènes, Freud, il a proposé une théorie de l'angoisse. Donc il a proposé déjà une théorie de l'angoisse et il a séparé l'angoisse de l'anxiété.
hein, comme je disais. Donc, il a séparé l'angoisse de l'anxiété, il a séparé l'angoisse de la peur et il a séparé de la panique. Donc, ils sont différents types de mécanismes que on a l'habitude de réunir sous le mot de stress. Donc, quand on parle d'anxiété, on avait déjà eu l'occasion un petit peu de voir ce phénomène dans une autre vidéo. Quand on parle d'anxiété, on parle d'un malaise en fait. Répression, refoulement. On va dire répression. Ici, on dit répression, Nassima. Non, puisque c'est un mécanisme. En fait, la répression, c'est un mécanisme qui a eu lieu de façon primordiale, qui a formé l'inconscient et qui ensuite, ce mécanisme va se répéter dans notre vie, dans d'autres situations. Et c'est un mécanisme qui, bien évidemment, donc, parce qu'on dit que tout ce qui est réprimé revient, retourne. Il y a toujours le retour du réprimé. Le retour du réprimé, c'est toujours sous d'autres formes que l'idée de base qui a été réprimée. Donc quand on parle de l'anxiété, on parle principalement d'un malaise, on va dire d'un déplaisir psychique, de quelque chose de très super désagréable, non, et mais qu'il n'y a pas de trouble corporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation somatique. Ça va rester, tout va rester, non, au niveau du psychisme. Mais on va voir que le sujet, il a une difficulté à tolérer, encore une fois, l'incertitude et l'attente. Donc le sujet qui a des difficultés à tolérer l'incertitude et l'attente, parce qu'on va parler d'une personne anxieuse, d'une personne stressée. Donc vous voyez que à la base, il y a une position du sujet, c'est-à-dire que le sujet est positionné, lui, de cette manière-là, ce qui va faire que, face à la réalité, chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'annonce plus ou moins nouveau, non, il va y avoir l'anxiété qui va se manifester parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors, on est en train de l'expliquer, Ibrahim. Non, donc, et c'est pour ça et la particularité aussi de l'anxieux, donc pour éviter que son anxiété, ce malaise, pour éviter le malaise que lui produit son anxiété, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir terminer très vite ce qu'il a à faire. Ou parfois, il ne va même pas vouloir commencer à le faire. C'est-à-dire que face à la difficulté que le sujet a d'attendre, de savoir qu'est-ce qui va se passer, où je me précipite et je pose des questions ici dans cette vidéo, où j'attends de voir ce que Clémence elle va dire, et puis peut-être que dans ce qu'elle va dire, il y aura quelque chose qui va déjà m'aider à répondre à la question que j'ai dans la tête. Lorsque le stress persiste, devient pathologique, peut être sous l'effet de cortisol. On peut aussi se psychanalyser, non, ce qui est beaucoup moins nocif. Que pensez-vous du stress positif? Donc, le stress positif, ça veut dire que, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'a priori, non, quand on parle de stress, y a-t-il d'une part la capacité du sujet à réagir de manière adaptée à la situation, non par l'anxiété et l'angoisse? Mais n'y a-t-il pas des situations insupportables par leur intensité? Alors on va dire oui, bien sûr qu'il y a des situations qui sont, on va dire qui sont plus difficiles de supporter pour tous les sujets en général, mais il y a ceux qui vont faire une crise de panique et il y a ceux qui vont le résoudre d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a toujours la position psychique qui va déterminer. C'est-à-dire que nous savons que les êtres humains, nous avons l'habitude de vouloir dire non, c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ceci, c'est à cause de la pandémie, c'est à cause des gouvernements, mais que chacun, nous avons notre position face à tout ça qui fait que nous allons résoudre chacun d'une manière différente. Regardez l'exemple de la pandémie. Non, il y a eu de multiples, chacun a réagi d'une manière particulière, non? Donc Sonia, elle dit qu'elle adore le stress. Donc, mais le problème avec le stress, c'est que, bon, d'abord, ça dépend ce que chacun entend donc par stress, puisqu'il n'y a pas une véritable définition, mais c'est que vivre stressé, c'est utiliser une énergie qui ne correspond pas à la situation, donc il y a d'autres manières de faire face à la réalité que de réagir de façon stressée, surtout de façon continue. Non, de façon continue, c'est pas
Ce n'est pas recommandé, bien évidemment. Donc on disait que l'anxieux, non, l'anxieux veut chercher donc pour ne pas sentir son anxiété, ben, il veut résoudre les choses très facilement ou parfois directement ne pas les commencer. Et c'est comme une chercher à vivre très vite, très vite, très vite, non? Comme si pour finir rapidement la vie, non? Pour terminer rapidement la vie, parce que parfois c'est insupportable. Et d'autres fois, on va voir donc il y a les manifestations, non? Les manifestations de l'angoisse. Alors la particularité, non, c'est de l'angoisse, c'est qu'il va y avoir des manifestations somatiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des répercussions sur le corps. Donc on va le voir, non, c'est-à-dire que ça va rentrer sur la scène du corps, ça ne va pas rester au niveau psychique, non? Une chose qui est aussi un point commun entre l'anxiété et l'angoisse, c'est que tous les deux, en fait, il n'y a pas d'objet extérieur réellement qui la justifie. Même si on va dire, oui, dans le travail, il y a beaucoup de travail. Non. L'anxiété et l'angoisse, non, ce sont des mécanismes psychiques et qui n'ont pas un objet précis extérieur qui puisse les justifier. C'est-à-dire que nous ne devons pas chercher dans la réalité ce qui produit mon angoisse ou ce qui produit mon anxiété, sinon que nous allons voir que c'est un état du patient, un état psychique du patient qui fait qu'il va réagir face à la réalité avec angoisse ou avec anxiété. Non, ça c'est une chose qui est importante et que nous devons considérer. Non, parce que n'oublions pas que nous vivons dans deux réalités différentes. Nous vivons dans notre réalité matérielle, où nous avons besoin d'aller acheter du café pour pouvoir boire du café le matin, mais nous avons aussi la réalité psychique, où nous pouvons fantasmer ou imaginer ou avoir pensé que comme il faut que j'aille chercher du café, et du coup je crois que je l'ai fait parce que je l'ai fantasmé, alors que je n'ai fait que le fantasmer. Et le fantasmer, ben, ça ne va pas me permettre de prendre mon café le matin. D'accord, ça va être la grande différence. Donc et nous vivons dans ces deux réalités de façon parallèle et constante. D'accord, c'est-à-dire que il faut apprendre à faire la différence entre ce que sont mes fantasmes et ce qu'est la réalité, où ça va être quelque chose on va dire d'important, hein, d'important. Donc, dans les deux cas, il faut savoir que nous parlons de processus, on va dire que nous parlons de processus inconscients. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des processus inconscients? C'est que je ne sais pas, je ne les vois pas. Je ne les vois pas, j'en ai pas conscience. C'est des processus, c'est psychique sans qu'on puisse s'en rendre compte qu'ils ont lieu. Hein? Donc, et pourquoi? Parce que, en fait, dans ces processus inconscients peuvent donc se manifester de façon somatique ou se manifester avec la difficulté de faire face à l'incertitude, on va dire parce que dans notre, on va dire dans notre psychisme, il y a plusieurs temps qui vivent en nous, que nous ne sommes pas, nous n'avons pas tout le temps l'âge que nous avons, que nous vivons dans notre réalité psychique dans un temps différent, dans une époque différente. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, pour certains, quand on fait référence au narcissisme infantile, le narcissisme chez l'enfant est quelque chose de nécessaire qui fait partie de son développement et quelque chose de nécessaire. Mais chez certaines personnes, on voit que ce narcissisme infantile, il est toujours, comment on dit en français, qu'il est toujours actuel. Des fois, on n'a pas conscience de son stress. Exactement, Céline. Donc, syndrome de stress et syndrome d'anxiété. Ben, je pourrais vous renvoyer la question, parce que je ne sais pas quelle est la différence entre un syndrome de stress et un syndrome d'anxiété. Non, ce que je disais, c'est que le stress, ça peut être tout et n'importe quoi. Non, donc, quand on parle de ce narcissisme infantile, qui est quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est cette attitude infantile où tout tourne autour de moi, la seule chose qui m'intéresse c'est moi,
Et le stress pour un comédien musicien avant de monter sur scène est donc en réalité de l'angoisse. Exactement. Est-ce que l'anxiété a une cause de trauma infantile ou autre? Non. L'anxiété, c'est une difficulté du sujet à faire face dans sa réalité actuelle, à faire face à l'incertitude et à avoir des difficultés d'attendre. On doit attendre pour savoir si ce qu'on a commencé, ça va bien se passer ou ça va pas bien se passer. Voulez-vous dire que notre réalité psychique est déstabilisée de nature? Non, je ne dis pas ça. Je dis que nous avons une réalité psychique et que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans la réalité psychique. Hein, que c'est quelque chose, mais qu'il y a deux choses, la réalité psychique et la réalité matérielle. Et une première chose que va devoir faire le sujet, par exemple en analyse, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui est notre réalité psychique de notre réalité matérielle. Une chose, c'est la matérielle et une autre, c'est la psychique. Hein? Bon, par exemple. Et donc, par exemple, le narcissisme, on parlait de ce narcissisme infantile. Et quand ce narcissisme infantile qui ne disparaît jamais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a toujours une dose de narcissisme en nous qui est nécessaire, mais chez de nombreuses personnes, ce narcissisme est éloquent, on va dire, non, qu'il déborde un peu. Et en fait, ce que fait le sujet, c'est qu'il va au travail, bien évidemment, avec son narcissisme. Donc après, non, parce que le narcissisme, ça fait que j'ai des difficultés à établir des relations avec les autres, parce que dès qu'ils me disent pas exactement ce que j'attends d'eux, je sens qu'ils me critiquent. Par exemple, ça c'est une position de narcissisme infantile. Donc obligatoirement, ça va créer des problèmes dans la relation. Mais après, il y a d'autres choses aussi. Si je vais au travail avec des émotions comme la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, donc comme on disait, la jalousie, l'envie, le désir sexuel qui n'est pas accepté, l'amour, la haine, le sentiment de culpabilité, l'hostilité, non? Et que tout ça, ça va se refléter dans nos relations sociales, non? Et que tout ça, ça peut être des éléments qui vont favoriser le stress. Peut-on considérer le stress comme illusion? Non, en principe, c'est pas une illusion. Quand je dis que c'est un fourre-tout, c'est-à-dire qu'on nous a pas bien montré, définissez-moi bien le stress. Et quand on commence à définir le stress, on dit non. Non, ce que je veux dire, c'est que le stress, quand on parle du stress, en fait, ce n'est pas quelque chose qui appartient exactement à la psychanalyse, que la psychanalyse parle d'angoisse ou d'anxiété ou de peur ou de panique, par exemple. Hein? Donc, par exemple, une autre situation dans le travail, quand il va y avoir une certaine rivalité avec les collègues, non, les situations de rivalité avec les collègues qui peuvent produire aussi du stress, non? Et pourquoi? Parce que je veux la rivalité excessive sans limite devient maladif. Ah, bien évidemment, c'est la réalité psychique qui nous véhicule. Exactement, Céline. D'accord? C'est elle qui décide, en fait. C'est notre réalité psychique qui va se manifester, non? Mais ça n'empêche qu'il existe la réalité matérielle. Mais quand on a ce narcissisme infantile, on a des difficultés à sortir et à nous rendre compte que cette réalité psychique, elle est psychique, elle n'est pas matérielle, elle n'existe pas dans la réalité. Non? Donc je parlais de cette rivalité donc avec les collègues de travail, donc des rivalités. Donc il peut y avoir des rivalités de la même façon qui sont réprimées, c'est-à-dire que le sujet ne veut rien savoir de ça. Non, parce qu'il pense que ce n'est pas bien d'ailleurs considérer qu'il a des rivales avec ses collègues, alors que non, lui il pense qu'il doit avoir une bonne attitude. Non, donc il a des difficultés à accepter que oui, il peut avoir à un moment donné une personne angoissée, stressée, toujours en alerte, peut être due à des traumas vécus dans l'enfance comme la violence physique, les cauchemars réguliers. Alors la psychanalyse ne considère pas que ces angoisses et ces stress viennent du passé. Comment éviter la peur de parler devant une foule? Ça, c'est devant une foule. Ça, c'est tout un programme. Non? Mais que nos angoisses et nos stress ne viennent pas de traumatismes du passé, ni rien du tout. Non, sinon que c'est quelque chose d'actuel. Donc si c'est quelque chose d'actuel, c'est parce qu'il y a quelque chose d'actuel. On va dire quand on parle de narcissisme infantile, c'est parce que l'infantile, il n'est pas resté dans l'enfance, c'est qu'il est actuel. D'accord? Quand on parle d'un traumatisme de l'enfance, et que j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est mon traumatisme d'aujourd'hui.
C'est que j'ai un traumatisme aujourd'hui face à certaines situations. Ce n'est pas que je l'ai vécu dans le passé. Non? Ça, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et ça, c'est très important à prendre en considération, on va dire, parce que le passé, on va dire, moi, j'ai du stress, mais comment je sais s'il venait d'angoisse ou d'anxiété? Donc, s'il y a des manifestations organiques, c'est de l'angoisse. S'il n'y a pas de manifestation organique, c'est de l'anxiété. Donc, comme ligne directive, non? Parce qu'on va voir que dire que c'est à cause du passé, c'est aussi un petit peu dire c'est à cause des autres, non? Un traumatisme du passé, en général, c'est à cause des autres, etc. Alors que on doit pouvoir, mais ça on va y arriver grâce à la psychanalyse, pouvoir penser que tout va dépendre de ce que je vais moi faire aujourd'hui avec ce que j'ai. Donc, quel que soit le passé que j'ai, parce que le passé, non, le passé, y est passé. Donc, s'il fait encore partie de ma vie, c'est que là, il y a quelque chose qui concorde pas, qui n'est pas à sa place, parce que le passé, il est passé. Alors, je ne peux pas l'oublier. Non, je ne peux pas l'oublier. D'accord. Hein. Non, on va dire, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas l'effacer. D'accord, je ne peux pas l'effacer. Mais je ne peux rien faire avec lui puisqu'il est passé. Donc, ce qui va dépendre maintenant, c'est ce que moi je vais faire dans ma vie aujourd'hui. Parce que vous devez penser que ce qui dépend, on va dire, parce qu'en psychanalyse, on dit qu'on dépend plus du futur que de notre passé. Et ça, on a déjà eu lieu de le dire. Parce qu'en fait, tout va dépendre de ce que je vais faire aujourd'hui ou de ce que je vais faire demain. Si tout d'un coup, je suis triste et que je commence à faire des choses à la maison, du coup, mon état d'âme va se transformer. Si je m'enferme dans ma tristesse, je vais la maintenir. Après, je vais dire, non, c'est à cause du passé. Hein? Mais donc, tout va dépendre toujours, non, que ça dépend du prochain pas que je vais faire. Ça dépend du prochain mot que je vais dire. Et ça, c'est important. Et on va dire, par exemple, on peut le voir dans beaucoup de choses de la vie. On voit, par exemple, dans les personnes qui ont eu du succès. Alors, ils ont eu du succès, mais ça a duré le moment du succès. Et juste après, c'est fini. Le succès est fini et les gens ne le voient même plus dans la rue. D'accord? C'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on va continuer à faire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que tout va dépendre des prochaines phrases, des actions que je vais mettre en route. C'est pour ça que face à n'importe quelle situation de la vie, on va dire, face à des situations désagréables, je dois prendre le chemin de la psychanalyse. Ça, c'est évident. Mais en plus, je vais devoir apprendre à continuer l'action, à ne pas m'arrêter. C'est-à-dire, même face à ce qui m'arrive, je dois continuer. Alors, quand continuer est impossible, alors là, je dois consulter de façon urgente un psychanalyste. D'accord? Il y a une autre vidéo, Sonia. Vous l'avez pas encore vue? Il y a une vidéo sur l'angoisse qui va vous expliquer tout ça. C'est pour ça qu'il faut, et pourquoi? Parce que la psychanalyse, elle va nous apprendre à faire face à l'incertitude, à pouvoir tolérer l'incertitude, à apprendre, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, non? Parce que ne pas savoir ce qui va se passer demain, oui, non, il n'y a personne qui le sait. Et pourtant, il y a des gens qui le tolèrent, et il y a des gens qui ne le tolèrent pas du tout, et qui sont stressés parce que demain, ils imaginent, vous voyez, ils se précipitent dans le demain, dans le futur, ils se précipitent pour essayer de couvrir. Et en fait, dans le mécanisme du stress, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont couvrir leur incertitude par des symptômes. Et si on ne peut plus faire un pas ou dire un mot, il faut se psychanalyser, Frédéric. Il n'y a pas d'autre, enfin ça c'est la meilleure solution. Après, il y en a qui prennent des médicaments, c'est chacun va résoudre, on va dire, selon ses idées, selon ce qu'il peut, selon ce qu'il veut de lui aussi, parce que ça va dépendre aussi de ce que chacun veut de lui. Non, chacun veut de soi, plutôt. Non, il y a des gens qui... Parce qu'il faut voir que les symptômes, vous voyez, donc cette incertitude que je ne tolère pas, je vais la remplir avec des symptômes. Donc, je n'ai plus d'incertitude, j'ai de l'anxiété. Je n'ai plus d'incertitude, j'ai des angoisses.
Et donc, j'ai couvert mon incertitude et du coup, au lieu de m'occuper d'autre chose, je m'occupe de mes symptômes. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, je vais commencer à m'occuper de mes symptômes. D'accord? Donc, vous voyez que les symptômes, c'est une solution que le sujet a trouvée, non? Donc, Ibrahim me demande comment se libérer du stress. C'est un symptôme d'une faiblesse psychique. Non, c'est dit, on ne parle pas de faiblesse dans le psychisme. Non, c'est une difficulté à faire face, non, à la réalité extérieure. Mais il n'y a pas de faiblesse dans le psychisme. Donc, il n'y a rien dans l'appareil. L'appareil psychique n'est pas abîmé. L'appareil psychique fonctionne chez tout le monde. Chez tout le monde, tous les éléments de l'appareil sont là. Mais chacun utilise son appareil de façon différente, on va dire, non? D'une certaine façon. C'est-à-dire que quand, par exemple, ce mécanisme dont je parlais au début de la répression, quand le sujet utilise beaucoup le mécanisme de la répression, il va y avoir beaucoup de retour des éléments qui ont été réprimés. Et donc, bien évidemment, ça va causer des problèmes parce que le mécanisme de la répression, c'est un mécanisme qui est nécessaire, mais il ne faut pas abuser. D'accord? C'est-à-dire que quand on abuse du mécanisme de la répression, on a des conséquences. Donc c'est pour ça que en psychanalyse, on dit que l'appareil, il est correct chez tout le monde. Il n'y a pas de mécanisme malade dans le psychisme. Il y a l'utilisation qu'on fait. C'est pour ça qu'on va parler de quantité. Parce qu'entre vous et moi, on utilise les mêmes mécanismes. Mais peut-être qu'il y en a, non, de certains qui vont utiliser plus, non, d'exagérer certains mécanismes. En fait, c'est le mécanisme de la sublimation qu'il faut utiliser le plus possible, qui est donc le plus social, le mécanisme qui va nous permettre d'avoir donc des situations, des contacts avec le social et qui va nous permettre d'avoir une relation avec cette réalité matérielle, non, avec la sublimation. Donc la sublimation, c'est le travail. Donc le travail artistique ou tout type de travail, le travail en général, on va dire. Non? Donc on disait, et c'est très intéressant, c'est que la personne stressée ou la personne anxieuse, non, la sublimation, comment je vais la décrire? La sublimation, c'est que, mais il y a une description dont j'ai déjà fait référence, je crois que la sublimation, on va dire que c'est que l'énergie, mon énergie, donc ce narcissisme, cette énergie narcissique, je vais l'utiliser pour la mettre. Alors attendez, il y a Paola qui a dit quelque chose. Oups, mais je ne vais plus voir. Le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas cette capacité. Bien sûr, tout le monde a la capacité, Paola, tout le monde a la capacité de sublimation. Tout le monde a la... sinon, vous ne travaillez pas. Ça y est, la personne qui ne sait pas travailler, je veux dire que tout le monde a la capacité. Après, il y a des gens qui subliment beaucoup et il y a des gens qui subliment pratiquement pas. Ça, c'est différent. Donc, vous voyez, c'est l'utilisation qu'on va faire du mécanisme. Si quelqu'un a toujours été anxieux depuis l'enfance, il faudra résoudre ce qui a déclenché ça dès le départ. Non, c'est l'utilisation d'un mécanisme. C'est l'utilisation, c'est-à-dire que le sujet a appris à se défendre face à la réalité en utilisant le mécanisme de l'anxiété, si vous voulez. Non? Donc il faut qu'il apprenne qu'il y a, non seulement il y a le mécanisme de l'anxiété, mais il faut qu'il apprenne à utiliser d'autres mécanismes. Non? C'est-à-dire que, non, c'est comme je dis, comme la répression. Il y a des gens qui, la répression, poum, ils n'arrêtent pas de réprimer. Donc, par exemple, donc ils utilisent de façon exagérée un mécanisme. Et l'anxieux qui est anxieux depuis l'enfance, il utilise, non, le mécanisme de la répression depuis très longtemps, et puis en plus, de plus en plus, s'il ne se traite pas, ça prend de plus en plus de place, parce que la répression, pour maintenir le matériel réprimé, il doit continuer à réprimer, il doit continuer à réprimer, il doit continuer à réprimer, donc après ça déborde. Bien évidemment. Donc ce que je disais qui est très très intéressant, c'est que face à cette difficulté de tolérer l'incertitude, l'anxieux, ce qu'il va faire, donc, c'est qu'il va couvrir, non, le vide de l'incertitude, parce que l'incertitude c'est une sorte de vide, il va couvrir le vide de l'incertitude, non, pour arrêter de se préoccuper de l'incertitude et s'occuper donc des manifestations que son anxiété va produire. D'accord? Et donc il va y avoir donc ou de l'angoisse qui va produire
des problèmes respiratoires, qui va produire des accélérations qui ne sont pas compréhensibles, des tachycardies qui ne correspondent pas à son activité physique, non? Et donc, alors que ce que doit faire l'anxieux, c'est pas aller voir dans l'enfant, sinon apprendre à attendre. Apprendre à attendre, que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, effectivement, personne ne le sait, mais nous devons donc apprendre à faire face à cette incertitude. Donc, comment fonctionne la capacité de sublimation? La capacité de sublimation, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe dans une psychanalyse, c'est qu'on va libérer l'énergie. C'est-à-dire qu'il va y avoir on dit que la psychanalyse, on va montrer d'une façon, on va interpréter le patient pour lui montrer ce qui l'empêche de vivre, ce qui l'empêche d'utiliser son mécanisme de sublimation, ce qui l'empêche d'utiliser c'est-à-dire ce qui l'empêche de vivre. Et donc on va libérer l'énergie. Et avec cette énergie libérée, il va pouvoir l'utiliser pour sublimer. Parce qu'on a besoin, pour sublimer et pour toutes nos activités de la vie, de notre énergie psychique. Que notre énergie psychique participe dans tout ce que nous faisons. C'est une transformation de cette énergie, mais de manière socialement acceptable. Et je ne sais pas, les gangsters, ils subliment. C'est pas acceptable, mais il y a de la sublimation. Non? Socialement acceptable, ça dépend. Non? Ce qui est psychique, le psychisme n'a pas de morale. Il n'y a pas de morale dans l'inconscient. L'inconscient, il n'a pas de morale. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est de s'exprimer, donc socialement acceptable ou pas acceptable. Nous, il nous convient de travailler, nous, il nous convient de mettre cette énergie au service du social. Au service du social, et après, chacun va trouver sa voie, non, pour qu'il y ait que cette énergie qui va servir pour le social et des répercussions qui lui conviennent. Donc, qui reviennent vers lui, je pense à la créativité artistique. Ça, c'est un type de sublimation, non, avec la créativité artistique. Donc, que tous nous devrions utiliser. Certains prennent de l'alcool ou des drogues pour faire face à l'anxiété. Donc, c'est ceux qui ne veulent pas de la psychanalyse. Non, ils disent non, je préfère d'autres systèmes. Bon. Donc, et après, ce que nous avons déjà vu aussi, c'est que face à cette angoisse, à cette anxiété, non, que en fait c'est quelque chose qui est en relation avec notre situation vitale. Et notre situation vitale, quand on parle de la vie, on parle toujours de la mort. C'est-à-dire cette aventure que nous vivons, qui est cette aventure de vivre, elle va avoir une fin, ça va se terminer. Et que face à cette incertitude, parce qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc face à cette incertitude, parce que la véritable incertitude, ça ne vient pas du passé. La véritable incertitude, c'est ce qui va se passer. C'est pas mes problèmes avec mes traumatismes de l'enfance. Les traumatismes de l'enfance, nous en avons tous. Nous en avons tous. Le premier, c'est qu'on nous a enlevé le sein maternel. Ça, c'était le premier traumatisme et nous y sommes tous passés. Même ceux qui ont commencé avec un biberon. Donc, madame, d'après la psychanalyse, l'angoisse pour les psychotiques, l'anxiété pour les névrotiques et le stress pour tout le monde. Non, Hakim, qu'est-ce que vous faites? Non. L'angoisse, c'est pour tout le monde et c'est un mécanisme normal et pas obligé de souffrir de l'angoisse. Et la naissance, la naissance, c'est un phénomène biologique. C'est un phénomène biologique. Le premier traumatisme, le premier traumatisme du sujet pour la psychanalyse, Paola, après, si vous rentrez dans une autre catégorie, qui va dire que la naissance provoque ça c'est une autre chose. Mais et en plus on va pas parler d'enlever le sein, sinon qu'on va parler de cette aventure de rentrer dans la vie sociale où nous allons devoir passer par des étapes de transformation. On va nous enlever le sein, ensuite on va nous dire qu'il faut faire caca dans un pot, après on va nous dire qu'on ne peut plus se promener tout nu partout comme on aimait bien le faire, donc on va avoir plein de restrictions. Et il y a des gens qui vivent, qui
on va dire, comment on va dire, qui vont laisser des traces, non? Que ces instants, parce que quand on parle de traumatisme, en fait, dans la vie de l'être humain, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui a été douloureux. Les traumatismes, en général, c'est justement des choses qui nous ont donné beaucoup de jouissance. C'est les premières rencontres avec la jouissance. Et donc, ce que va faire le sujet, c'est qu'une fois qu'il a terminé sa constitution, il va faire le système de régression. Et où est-ce qu'il va régresser? À ces points de les fixations de jouissance. Donc, pourquoi? Parce que c'est points où il a joui pour la première fois. D'accord? Et il a joui avec la bouche, il a joui avec l'anus, il a joui quand il se montrait tout nu, et non, c'est-à-dire que tous ces points de jouissance, mais que je dis que ça fait partie des traumatismes aussi d'une certaine façon, dans le sens où il faut abandonner une situation pour en commencer une autre. D'accord? Et vous voyez que pour les adultes, c'est quelque chose aussi qui est difficile, non? De se transformer, d'abandonner une situation actuelle pour en commencer une nouvelle. Non, il y a des gens qui ont énormément de difficultés pour transformer les situations, il y en a d'autres non, qui arrivent. Et c'est pour ça que Freud dit qu'une personne saine, c'est une personne qui arrive justement à passer d'une situation à une autre, non, sans que justement ce soit un monde. Les traces mnésiques. D'accord? Donc il y a tout ce phénomène. Et c'est pour ça qu'on va voir que le plus important pour le sujet, c'est l'avenir. C'est pour ça peut-être qu'on s'occupe autant du passé, non? Parce que comme ça, on ne regarde pas ce qui va venir, non? Au lieu de se rendre compte que j'ai une vie devant moi à vivre, que j'ai plein de choses à faire, que je peux participer à la construction sociale, mais qu'au bout, je vais mourir. Eh ben oui, effectivement, vous, moi, tout le monde. Non? Est-ce que la thérapie du stress ou l'angoisse passe toujours par la psychanalyse ou par la thérapie cognitive comportementale ou par la psychiatrie? Ibrahim, chacun va utiliser non ce qu'il peut, ce que on va dire son psychisme lui permet, non, c'est-à-dire que en psychanalyse on dit que quelqu'un qui veut vraiment se transformer va utiliser la psychanalyse parce que aujourd'hui actuellement il n'y a pas d'autres thérapies on va dire ou d'autres travails psychiques qui permettent une modification de l'appareil, qui permettent une libération de cette énergie, qui permettent de, non seulement je vais réprimer, mais en plus je vais sublimer. Et donc en plus je vais utiliser d'autres mécanismes psychiques. Je ne vais pas me limiter à certains, parce que si la psychanalyse, c'est la seule qui permet la libération de l'énergie psychique. Donc, voilà. D'accord. Les autres thérapies sont d'autres choses, donc d'autres systèmes, on va dire d'autres systèmes, mais qui n'ont pas accès à l'appareil psychique. Donc non, il y en a qui vont s'occuper du comportement, qui vont dire alors maintenant, vous avez peur de l'avion, on va vous faire monter dans l'avion tous les jours et vous allez voir qu'à la fin vous n'allez plus avoir peur. Donc on va dire oui, effectivement, Karima, bonsoir. Donc effectivement, il va plus avoir peur de monter dans l'avion parce qu'à force, mais il va avoir peur d'autre chose. Donc sa peur, sa phobie des avions va se déplacer à autre chose, parce qu'il n'y a pas eu d'intervention directement sur le psychisme. Hein? Et ce dont il s'agit, c'est d'intervenir sur le psychisme. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour ce soir. Donc nous avons fait une approche du stress, mais en fait on a parlé un petit peu du stress, de l'angoisse, non, de la relation, et surtout ce qui est important, c'est que on va dire, face au doute, continuons à ramer. Et ça, c'est une phrase de Ménassa, non, dans un beau poème qu'il a écrit, il dit « Face au doute, continuons à ramer. Ne nous arrêtons pas au doute, parce que si nous arrêtons au doute, nous abandonnons, et qu'il nous convient toujours de continuer l'entreprise que nous avons... Non, sauf quand vraiment il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qui fait que c'est pas possible de continuer. Mais ne nous laissons pas prendre par nos doutes, parce que nos doutes, ce sont des idées qui nous traversent et qui ne font pas partie de la réalité matérielle. D'accord? Donc ça ne fait pas partie de la réalité matérielle. Louise, bonsoir. Je ne dois pas y croire. Donc, voilà pour ce soir. La fois prochaine, on continue ou on commence une nouvelle aventure.
Allez, bonne soirée à tous, bonne continuation et à mardi prochain, 21h, Psychanalyse pour tous. Ah, d'ailleurs, je vais vous rappeler, nous sommes en train de réaliser un cours sur les pulsions qui est très intéressant le dimanche à 17h et qu'on peut voir aussi en différé. Nous allons commencer prochainement un nouveau cours sur le transfert qui va avoir lieu aussi le dimanche à 17h et donc nous allons travailler le transfert en psychanalyse. Cette fois-ci, nous allons travailler le transfert en psychanalyse et que vous avez aussi pour les curieux ou les artistes l'atelier de poésie le mercredi qui est donc à votre disposition pour mettre en marche votre plume si vous l'avez un petit peu abandonnée. Donc, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir, bonne continuation, au revoir.